Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Nous sommes en avril 2013, dans un petit village des Ardennes. Une nuit, Anaïs Guillaume, une jeune femme qui travaille dans une ferme, disparaît. Plusieurs pistes sont possibles. Une affaire d'argent, une vengeance amoureuse ou un problème avec son employeur. Les investigations seront longues et vont finir par mettre en lumière un personnage local particulièrement sombre et manipulateur. Vous écoutez l'affaire Anaïs Guillaume, première partie. Le 16 avril 2013, Anaïs est retournée vivre chez ses parents depuis déjà quelques semaines. Philippe Dufresne, journaliste L'Union l'Ardennais. Ce soir-là, elle prend ses clés de voiture, bien entendu, son tabac à rouler, etc., et très peu de papier. Et elle part en disant, voilà, je vais juste faire une visite rapidement chez mes anciens voisins, et il n'y a rien qui laisse imaginer qu'elle ne reviendra pas. Le soir, j'ai envoyé un message pour voir si elle rentrait ou si on laissait la porte ouverte, si elle rentrait ou si elle rentrait pas, et elle n'a pas répondu. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. Donc on a trouvé bizarre parce qu'elle répondait tout le temps. La nuit se passe, tout le monde se réveille le lendemain, et là, les heures s'écoulent et ça commence à devenir vraiment, vraiment inquiétant. Au départ, on pensait qu'elle était partie quand même dormir chez Madison, sa copine. Valérie Guillaume, mère d'Anaïs. Et on s'est dit, on va attendre midi, parce que Anaïs, c'était très rare qu'elle découchait, ou quand elle dormait autre part de la maison, on savait où elle était. Et on s'est dit, on va attendre midi et demi. Si là, elle n'est pas rentrée, c'est vraiment inquiétant. Et là, on décide d'aller à la gendarmerie. Ils ont fait le tour, les hôpitaux, etc., contacté les amis, les proches. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. Puis le fait de voir qu'elle est absente sans ses documents bancaires, sans ses papiers et sans effet, rajoute à l'inquiétude. Donc tout le monde cherche. Le papa d'Anaïs va notamment faire des kilomètres pendant les jours qui suivent, en France, mais aussi en Belgique. Il se rend au commissariat belge de Florenville, et là on lui dit « On nous a signalé une voiture qui avait brûlé dans les bois de Chameleux ». Là, il y a une dizaine de kilomètres de chez nous en voiture. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. C'était là. Le véhicule était là, sur le bas-côté. On a trouvé la voiture samedi et on avait commencé à chercher dès le lendemain de la disparition, le mercredi. Donc ça faisait 3 jours. C'est celle d'Anaïs parce que je l'avais reconnue tout de suite. C'est un vieux modèle avec un toit grand et moi j'en vois pas beaucoup des comme ça. J'ai tout de suite su que c'était la sienne. Tout est brûlé, il ne reste plus que les armatures en métal. Les plaques d'immatriculation ne sont plus dessus, elles ont été arrachées. On remarque tout de suite que le siège conducteur est fort reculé, quasiment à fond en arrière. Donc déjà ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit Anaïs, elle faisait 1m60, 65 je crois. Donc c'était plutôt une grande personne qui avait conduit le véhicule pour l'amener jusqu'ici, quoi. On s'est dit tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave, quoi. Et là, on bascule vraiment, on est plutôt en inquiétude, on est carrément dans l'angoisse. On retrouve le véhicule d'Anaïs, mais on ne retrouve pas le corps d'Anaïs. Damien Delavenne, avocat des parents d'Anaïs Guillaume. À ce moment-là, en avril 2013, même si on pouvait envisager 3 thèses, la thèse du suicide, la thèse de la disparition volontaire, la thèse criminelle, pour la famille d'Anaïs, il ne fait aucun doute qu'on est sur du criminel. Reste à savoir si, effectivement, leur fille est séquestrée ou pas. La première chose qu'on va essayer, effectivement, c'est essayer de comprendre qui est Anaïs Guillaume, connaître ses centres d'intérêt,
connaître ses fréquentations, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire, où elle s'en rendait, etc. La famille Guillaume vit à Blagny, c'est à l'est de Sedan. C'est dans les Ardennes, c'est un milieu qui est forcément rural. Anaïs, elle est née en juin 1991. Au moment des faits en avril 2013, elle a 21 ans. Anaïs, c'est une grande ado, on va dire, voilà, qui croque la vie, qui adore faire des soirées avec ses copines, qui fait du karaoké, etc. Qui est vraiment une passionnée de show. Genre, elle pratique. Elle a passé des niveaux assez importants. Elle peut éventuellement même envisager à un moment donné d'intégrer l'équipe de France pour des Jeux Olympiques. Elle aimait bien taquiner. Il n'y avait pas un moment où elle ne souriait pas dans la journée. Avec ses deux frères, elle était vraiment complice. Ils s'entendaient vraiment bien. Et avec nous, bon, c'est pareil. Elle entretenait une relation amoureuse avec Philippe Gillet, en tout cas qu'elle qualifie d'amoureuse et qu'elle vit comme amoureuse avec Philippe Gillet, avec des sentiments importants. Monsieur Gillet était un agriculteur veuf âgé de 40 ans et veuf depuis janvier 2012, où il va perdre sa femme dans un accident de travail, écrasé par une vache. Ils ont deux filles, à l'époque âgées de 10 ans, je crois, et 13-14 ans, qui vivent seules avec leur père. C'est quelqu'un qui est un travailleur, qui est costaud, qui est très viril, et qui, à l'époque, n'hésite pas à montrer qu'il a des moyens, qu'il a des finances, il a une belle auto, il a une grosse ferme. Les parents d'Anaïs, qui savent que c'est quelqu'un qui a été très présent dans la vie d'Anaïs, l'agriculteur chez qui elle a fait un stage. Quand on parle de prince charmant, je pense qu'à un moment donné, elle a pensé que c'était un peu le cas de Philippe Gillet, voilà. Pour le moment, les gendarmes n'ont rien. Très peu d'éléments sur la voiture où toutes les traces ADN ont été brûlées. Rien dans la vie d'Anaïs qui justifierait qu'on s'en prenne à elle. Comme souvent dans ce genre de disparition, ils vont creuser du côté de son entourage proche, et notamment des dernières personnes à avoir croisé son chemin. On va s'intéresser au dernier moment d'Anaïs Guillaume et interroger toutes les personnes qui l'ont rencontrée quelque temps avant sa disparition. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. Le soir du 16 avril, Anaïs Guillaume a rendez-vous chez ses voisins les Launois. Pour essayer de trouver une solution. Il y a cette histoire de dette d'argent avec les enfants launois qui ont utilisé la carte bancaire d'Anaïs Guillaume. Ils lui ont volé une somme de 400 €. Il y a deux personnages qui vont attirer notre attention. C'est effectivement la jeune fille qui a détourné les 400 € avec la carte bancaire d'Anaïs Guillaume. Et puis le frère, Jessie Launois, parce que pendant la disparition d'Anaïs Guillaume, Jessie Launois va utiliser des chèques bancaires appartenant à Anaïs Guillaume. On s'est dit peut-être ça a mal tourné chez la famille Launois et il s'est passé un drame chez la famille Launois. Donc, ils m'ont interrogé plusieurs fois, sachant qu'en plus, Madame Launois avait du mal avec les dates, etc., les horaires. Donc, ça pouvait apparaître comme des contradictions. Jessie Launois va expliquer que les formules de chèques lui ont été remises par Anaïs Guillaume pour un remerciement, en fait, d'un déménagement qui avait été effectué, en disant, voilà, je te mets un chèque en blanc, tu rempliras le montant. Mais Anaïs Guillaume, c'est quelqu'un qui est un peu insouciante, ne voyait pas forcément le mal partout. Et donc, n'hésitez pas soit à donner son numéro de carte bancaire, soit à donner des formules de chèque. Les alibis sont vérifiés, ces histoires de chèques, ces histoires de carte bancaire sont expliquées. Donc, on fermait la piste, quoi. Anaïs Guillaume profitait de ses 20 ans, n'était pas forcément farouche avec les hommes. On va apprendre qu'Anaïs Guillaume a aussi une relation naissante avec Loire Cyril, qui est également l'un de ses anciens voisins. Et donc, forcément, on va s'intéresser à ce jeune homme-là.
La situation de Cyril Loy est quand même très complexe, parce qu'il a sa femme qui est en Belgique à l'époque. Et il a une maîtresse, faut appeler un chat, il a une maîtresse qui est Anaïs. Et forcément, au début, c'est pas très glorieux à expliquer. Ça faisait plus d'un mois qu'ils avaient débuté cette relation, mais que ça faisait à peu près 3 semaines. Que la relation était vraiment voulue et qu'il y avait une volonté commune d'aller au-delà d'un simple flirt entre les deux. Non seulement donc la relation va attirer notre attention, mais le hasard va faire que le jour où le papa d'Anaïs Guillaume a fait la découverte de son véhicule, calciné dans les bois en Belgique, il va croiser Loire Cyril avec sa compagne de l'époque en pleine discussion. En repartant, je vois un couple avec un chien qui sont sur le bord du chemin, et je vois que c'est Cyril Loire, quoi. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. Et je me suis arrêté, je lui ai demandé ce qu'il foutait là, quoi. Fabrice provient de la gendarmerie Florentville et il m'explique que Cyril Loire était peut-être à 500 mètres, 1 kilomètre du véhicule à Saint-Gilles-d'Anaïs. Et on commence à suspecter aussi Cyril Loire. D'autant plus que lui, l'alibi qu'il va nous donner, pas très fiable non plus. Il ne sait plus très bien ce qu'il faisait ce soir-là. L'explication que va nous donner Loire Cyril, c'est que puisque il y avait un effet médiatique sur cette affaire-là, et sa relation avec Anaïs Guillaume, en tous les cas, est forcément être connu de sa compagne, il est en pleine explication à ce moment-là avec sa compagne pour lui avouer qu'effectivement il avait eu une relation avec Anaïs Guillaume. Il a été interrogé plusieurs fois, mais on n'avait aucune raison de le soupçonner plus que ça. On ne voyait pas pour quelle raison Loire Cyril aurait eu besoin de faire disparaître Anaïs Guillaume. Les 2 premières hypothèses ne donnent rien. Mais une 3e piste retient depuis le début l'attention des gendarmes. C'est celle qui mène à Philippe Gillet, agriculteur et amant d'Anaïs. La nuit de sa disparition, après le dîner avec ses voisins, la jeune femme était rentrée dormir chez lui. Dès les premiers jours, Gillet, on va l'interroger effectivement parce que c'est la dernière personne à avoir vu Anaïs Guillaume. Au cours de sa première audition, Gillet Philippe va nous expliquer quand il se réveille à 4h30, il s'aperçoit qu'Anaïs Guillaume n'est pas présente dans le lit. Donc il va lui envoyer un message pour le remercier de cette belle nuit magique, pour reprendre les termes du SMS, en lui demandant « T'aurais pu me prévenir lorsque tu es parti ». Il ne semble pas inquiet. Pour lui, elle va revenir dans quelques jours. Quand j'évoque la disparition d'Anaïs Guillaume avec Philippe Gillet au tout début de la disparition, j'ai face à moi un homme qui n'est pas du tout inquiet. Guylain Fay, avocat de Philippe Gillet. Il s'interroge, comme tout le monde, mais sans plus d'inquiétude. Ce qu'il va nous dire dans les premières auditions, c'est que Anaïs Guillaume, il y tient beaucoup et que c'est elle qui l'a sauvé du suicide au décès de sa femme, Céline Gillet. Philippe Gillet présente cette relation de manière idyllique. Vincent Dufour, ancien juge d'instruction au tribunal de Reims. Or, très vite, on se rend compte que c'est pas du tout la réalité et que cette relation a été très, très compliquée. Pour pas dire parfois violente. On voyait bien qu'Anaïs, chaque fois qu'elle était avec Philippe Gillet, elle n'était pas heureuse. Elle a eu le visage fermé. Elle était triste. Anaïs était tombée enceinte de Philippe Gillet, n'avait pas souhaité garder l'enfant. Elle avait subi une IVG quelques jours auparavant, un petit peu avant sa disparition. C'était un choix de sa part de mettre un terme à cette grossesse. Ça démontre qu'elle ne souhaite plus avoir aucun lien avec lui. Et quand elle a rencontré Cyril Loire, elle s'est vite éprise de Cyril Loire. Elle est tombée vite amoureuse. Et Anaïs venait d'envoyer un SMS à ses copines quelques jours avant de disparaître en disant « Attention, accrochez les vélos », c'est le terme qu'elle utilise. En bref, ça y est, je vis une grande histoire d'amour avec Cyril et c'est bel et bien la fin de mon aventure avec Philippe Gillet.
Lorsqu'on va s'intéresser à M. Gillet, on va s'apercevoir que c'est un personnage qui jouit d'une réputation exécrable dans la commune. Il passe pour quelqu'un de violent. Même lui, il s'en cache pas. Il n'a même plus besoin de lever le poing. Il suffit qu'il crie et les gens s'en vont, se tassent, ne disent plus rien. Quand on le croise, on s'en souvient. Puis son regard, on ne l'oublie pas non plus. Aurélien Chapalin, journaliste 7 à 8 TF1. Un regard de grand fauve. Je me souviendrai toujours de ces iris vertes avec un fond jaune. C'est 3 choses en fait. Philippe Gillet, c'est un exploitant agricole qui a son importance, qui a pas mal de terres. C'est une force physique. C'est une tête de boxeur, des mains de marin-pêcheur. Enfin, c'est pas quelqu'un à qui on va aller chercher des noises. Et c'est quelqu'un qui transpire un peu la violence. Il le sait, il est intelligent, il en impose. Il est très très vite dans le rapport de force. La violence de M. Gillet va nous être confirmée tout simplement par une plainte d'Anaïs Guillaume à son encontre. Juin 2012, Anaïs va déposer plainte pour des faits de violence. Elle a un certificat médical de 3 jours d'ITT qui est établi. On a porté plainte pour coups et blessures volontaires. Anaïs, elle avait des marques de strangulation au niveau du cou et elle avait des œdèmes à l'œil. Et la plainte a fini par être classée sans suite. Suite à cet épisode de violence, ils arrêtent leur relation amoureuse et quelque temps après, ça va reprendre comme c'était le cas auparavant. Tout de suite, il y a des éléments qui vont nous apparaître troublants. Et en regardant son portable, on va s'apercevoir qu'il y a 2 appels téléphoniques à 4h18 et à 4h20 le 17 avril 2013, c'est-à-dire la soirée où Anaïs disparaît. 2 appels téléphoniques qui partent de son téléphone vers le téléphone de son ex-femme qui est décédée. Ce qui est déjà troublant, c'est que le téléphone de Céline Gillet, il l'a gardé, mais ça, pourquoi pas. Il l'a gardé donc depuis plus d'1 an. Le téléphone n'a absolument pas fonctionné. On va lui demander où se trouve le téléphone de Céline Gillet. Il va répondre, il est chez moi, etc. Et quand il va le rapporter, on va s'apercevoir que la carte SIM est mal insérée à l'intérieur. Et donc, quelqu'un avait manipulé cette carte SIM. On peut déterminer qu'il a été mis en charge ce soir-là, et surtout que la puce du téléphone d'Anaïs Guillaume va se retrouver dans le téléphone de Céline Gillet. Et la seule explication qu'on va pouvoir trouver à cette manipulation, c'est que quelqu'un a essayé de faire croire un échange entre le téléphone d'Anaïs Guillaume et le téléphone de M. Gillet. Le problème, c'est qu'il a laissé de l'ADN sur les cartes, sur les téléphones, et qu'en plus, les envois des différents SMS bornaient au même endroit. Ce qui n'était pas logique, puisque théoriquement, Anaïs avait quitté, à ce moment-là, le domicile de Philippe Gillet. Philippe Gillet explique que sa maison est accessible à tout le monde, que tout le monde peut utiliser ce téléphone. Lui, il est convaincu que c'est Anaïs Guillaume qui l'a utilisé. C'est au moins les explications qu'il produit. Philippe Gillet omet aussi de dire aux enquêteurs qu'il a acheté le jour même de la disparition d'Anaïs, à savoir le 16 avril 2013, 50 kilos de chaux. La chaux vive sert pour les agriculteurs, c'est un désinfectant en fait, pour des stabulations, pour des choses comme ça. Mais ça servait aussi, pendant la guerre notamment, à faire disparaître plus rapidement des corps. Lorsqu'on lui demande son emploi du temps, il va cacher cet achat de chaux, alors qu'il est très précis sur la journée du 16 et du 17 d'ailleurs. Mais ça, jamais il va nous le dire. Ce qui met le trouble, c'est qu'il n'en parle pas. C'est un achat qui est de très petite quantité, puisque les agriculteurs, quand ils en achètent, l'achètent en plus grosse quantité. Et surtout, il se rend lui-même dans un magasin autre que celui dans lequel il se rend habituellement. Ça commence à faire beaucoup pour déterminer que M. Gillet est impliqué dans la disparition d'Anaïs Guillaume. Les explications qu'il produit ou qu'il fournit n'ont pour lui pas d'importance, puisque selon lui, même si il se rend bien compte que les enquêteurs focalisent sur sa culpabilité,
Lui est convaincu que les éléments de la procédure viendront démontrer qu'il n'est pas coupable. C'est la quintessence du coupable idéal, mais il n'y a pas de preuve. Et s'il y avait des éléments si accablants que ça, il aurait déjà été placé en garde à vue. Il va falloir 2 ans pour qu'enfin la qualification disparition inquiétante évolue, quand un nouveau procureur se saisit de l'affaire. Cela permet alors aux gendarmes de pouvoir enquêter de façon plus poussée. Lui qui avait toujours refusé de s'exprimer devant les caméras, accepte de nous recevoir, à condition que l'on respecte son anonymat. Quand je rencontre Philippe Gillet pour la première fois, on est en 2015. À ce moment-là, il est le suspect numéro 1. Aurélien Chapalin, journaliste 7 à 8 TF1. Les gendarmes, les proches d'Anaïs, tous les gens qu'on rencontre sur place semblent convaincus que c'est lui qui est à l'origine de la disparition d'Anaïs, mais il n'est pas mis en examen. Et donc je sors, je lui serre la main, il me broie la main, il me regarde droit dans les yeux, il me plante son regard de grand fauve, et puis j'y vais un peu au culot. Et je lui dis alors, il paraît que c'est vous, tout le monde vous suspecte, vous êtes un peu le grand méchant dans cette affaire. La chaux permettant de faire disparaître un corps, c'est ce qui a éveillé les soupçons, a priori. Ah oui, ça c'est ce qui nourrit le fantasme aujourd'hui. Est-ce que vous avez tué Anaïs Guillaume? Certainement pas. Certainement pas. Comment voulez-vous? Quand je lui pose la question, il y a une crispation. Je vois ses mains se refermer. Mais comment voulez-vous? Drôle de réaction quand même. On va obtenir l'information d'un comportement étrange qu'aurait pu avoir M. Gillet le lendemain des faits. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. On va nous dire qu'en face de sa ferme, un tas de fumier a été remué par M. Gillet, alors que le tas de fumier était là depuis des années sans que lui y touche. Le juge instructeur de l'époque va demander que soient organisées des fouilles, notamment sur une parcelle sur laquelle se trouve le tas de fumier. Il est là, il est à l'image de M. Gillet, c'est-à-dire provocateur dans son tracteur, à l'abri des intempéries. Je me souviens de ce qu'il me dit à ce moment-là. C'est pas parce que vous trouvez le corps d'Anaïs sur mon terrain que c'est moi qui lui ai mis. Je dis c'est pas faux. Malheureusement, le jour où ça s'est fait, c'est dans des conditions climatiques exécrables. Le sol était trop inondé, etc. Donc on n'a pas pu creuser comme on aurait voulu. Le tas de fumier était retourné, tamisé, etc. On n'avait rien trouvé. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Il se moque des gendarmes, des enquêteurs dans les grandes largeurs. Et il semble persuadé à ce moment-là que ça y est, c'est bon. Il a, après tout ce qu'ils ont investigué, de toute manière, il a l'air sûr de lui en fait. Soit ils ont un soupçon, ils nous accusent, ils font ce qu'il faut, mais enfin, c'est pas en me harcelant comme ça qu'ils en auront de plus. Je les ai déjà laissés faire tout ce qu'ils voulaient depuis le début. Et c'est comme ça qu'il va à la gendarmerie, en toute confiance, en nous faisant un coucou, en souriant. Nous, on sait qu'il va être mis en garde à vue. Et en effet, 5 minutes plus tard, t'as un défilé de voitures de la brigade de recherche de Reims qui démarre sur les chapeaux de roue. Bon, on se dit, yes, ça y est, ils vont le garder. Oui, ils l'ont coincé, quoi. Ils l'ont coincé et ça va avancer. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Stéphanie Bergeron. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère.
Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.